Alors bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Je vais me représenter pour les personnes qui ne sont pas encore venues à ce cycle de conférences sur l'art et l'écologie au Pavillon Blanc. Je suis Morgane Régnier, de formation et de métier enseignante. Donc dans un premier temps au collège pour l'éducation nationale. Donc ça a duré 5 années. Et derrière ça, j'avais aussi quelques cours dans une université privée. Donc j'ai pris goût un petit peu à la théorie, puisque les cours au collège sont plus pratiques. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me passionnait et que j'avais envie de vivre davantage le métier d'enseignante en théorie, donc en histoire de l'art pour mon cas. Ce qui fait que j'enseigne dans une prépa privée qui prépare à des écoles publiques. Donc les Beaux-Arts, Art déco, toutes les écoles d'art publiques en Europe au moins. Pour ce sujet, c'est ce que je disais en arrivant, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui pour autant m'a posé quelques difficultés, peut-être pour cette raison même. C'est un terme qui englobe beaucoup de choses au final. Et j'ai essayé d'en décliner un plan où on va traiter dans un premier temps de manière un peu classique en évoquant forcément les métamorphoses d'Ovide. Et puis au fur et à mesure revenir à notre question du vivant, du végétal, de l'animal, pour dans un dernier temps se retourner un petit peu plus vers la société aujourd'hui, comment elle se métamorphose, sous quelle forme, et qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc le terme métamorphose, je préfère le présenter au pluriel puisque justement j'ai l'impression qu'il se décline de pas mal de façons. L'idée c'est de passer d'un état à un autre. Il y a l'idée de transformation, ça peut être morphologique, anatomique, physiologique, au cours de la vie de l'individu, donc a priori du vivant, animal, végétal et humain quand on le comprend aussi dans animal. Au sens large, moi, en fait, je l'appréhende différemment. En tout cas, il m'a intéressé plus pour sa dimension un peu philosophique, métaphorique. La métamorphose, je la vois aussi dans le monde social. Pour toutes les crises existentielles, politiques, sociales qu'on peut traverser. Donc ça peut être évidemment crise écologique, comme je disais, politique et sociale. On va en parler un peu plus en profondeur par la suite. Ça me permet en tout cas, et j'espère qu'on va pouvoir en discuter à travers les exemples, mais de repenser un petit peu à notre place et à notre rapport à la nature, à notre manière d'être civilisé et en société, et comment finalement on peut essayer de se reconnecter à cette nature-là. Donc Ovid a présenté un ouvrage d'une quinzaine à peu près de bouquins remplis de poèmes relativement longs qui présentent nombreuses métamorphoses d'êtres vivants en monstres. La plupart des métamorphoses, elles cachent un sens allégorique, il y a toujours une histoire qui en ressort. Donc il va y avoir Narcisse, Scylla, Atlas, il y en a tout un tas. Moi, je vous présente ici un tableau du Caravage qui représente le personnage de Narcisse. Donc Narcisse, c'est un jeune homme qui était d'une beauté a priori exceptionnelle. Echo va tomber éperdument amoureuse de lui va lui proposer un petit peu ses avances qui va décliner sans y apporter trop d'intérêt. Echo, un peu, comment dire, blessé dans son ego, va finalement jeter un sort à Narcisse. Et ce sort, entre autres, c'est celui de ne pouvoir aimer d'une manière inconditionnelle personne d'autre que son propre reflet. Donc finalement, il va se retrouver face à son reflet en se penchant sur une flaque d'eau, une petite rivière, et il va effectivement tomber éperdument amoureux de son reflet, donc de lui-même.
tellement qu'il va en mourir puisqu'il tombe dans cette eau et ça va lui être fatal. Tellement que dans les eaux du Styx, il va encore chercher ce reflet de manière infinie. Et puis, il y a derrière ça aussi la renaissance, donc la métamorphose de Narcisse en fleur, donc la fameuse Narcisse, la petite fleur qu'on connaît. Et dans l'histoire de l'art, beaucoup de peintres se sont intéressés à ce sujet-là, donc sujet mythologique de manière générale, mais notamment Narcisse, enfin, aussi Narcisse. Donc vous avez le Caravage ici, avec son traitement du clair-obscur, où il y a ce personnage qui est mis en lumière face à un décor qui est relativement obscur, où ça va apporter une dimension vraiment dramatique et fatale, celle de sa destinée. Mais il y a également d'autres peintres, donc il y a Poussin, Nicolas Poussin, il y a également Gustave Moreau, ça va être dans des époques différentes, donc dans des traitements picturaux assez différents. Mais ça peut être intéressant de prendre une thématique comme ça autour des métamorphoses d'Ovide et de les regarder au fil de l'histoire de l'art, parce qu'au final, l'histoire de l'art est remplie de ces mythes-là. Ces métamorphoses, elles sont intéressantes de manière globale parce qu'elles viennent un petit peu questionner l'identité, sa place d'humanité, les contrariétés entre discussions humaines, dans la vie sociale. Donc il y a toujours des choses qui peuvent nous parler de manière un peu plus personnelle à travers la lecture de cet ouvrage. Donc ça peut être une chouette piste, sachant qu'il y a aussi des émissions, des podcasts qui retracent un petit peu cette histoire-là, et ça permet d'avoir un bon biais pour comprendre nombreux tableaux, mais aussi des fois y retrouver une forme d'identité dans ces personnages, dans ce qu'ils peuvent vivre de juste ou d'injuste. La métamorphose m'a fait également penser à cet ouvrage que Olga ici même m'a fait découvrir. Donc l'herbier de prison de Rosa Luxembourg, qui est un herbier, un petit ouvrage assez bien réalisé que j'aurais pu prendre, j'y ai pas pensé. Où finalement Rosa Luxembourg, en fait, c'est une femme qui était en opposition, un petit peu dans la marge dans ses pensées politiques, donc entre autres en opposition à la Première Guerre mondiale. Et elle va être emprisonnée pour sa pensée très rapidement, donc au début de la guerre, et finalement assassinée en 1919. Enfermée en prison, elle va créer des rituels autour de la lecture. C'est quelqu'un qui lisait énormément et qui avait une passion pour le végétal. Et elle va réaliser en prison des herbiers. Et entre autres, je ne sais plus, il y en a une quinzaine d'ouvrages aussi de cahiers. C'était des petits cahiers dans lesquels elle récoltait, et elle accrochait. Je vous en ai mis une planche un peu plus loin. Et ça va finalement lui permettre de se projeter dans un ailleurs que celui de la prison, qui est un espace restreint, enfermé, où il y a très peu de richesse culturelle, artistique. Et elle va aussi continuer un petit peu son engagement politique et personnel à travers la création de cet herbier. Je vous ai mis un petit extrait de son ouvrage juste après, qui parle de cet espace de liberté qu'elle s'octroie à travers le travail de l'herbier, mais de l'écriture également. À Sophie Liebknecht, elle confie son désir de ne plus appartenir à l'espèce Homo sapiens et son rêve de se métamorphoser en fleur ou en bête. Lorsqu'elle imagine de s'évader dans un espace qui se croit dominante et légitime dans ses actes de destruction, Rosa Luxembourg emporte ses amis avec elle, transformée elle aussi en fleur. Donc Sophie en personnage, Martha une anémone. Donc il y a vraiment cette idée de projection et aussi de repenser un petit peu l'espèce humaine et la manière dont elle s'est sociabilisée, elle crée du conflit, de la violence, de la douleur. Comment elle s'en extirpe pour vraiment se reconnecter avec l'essence même du vivant, de la nature, donc du végétal ici entre autres. Je vous ai mis une planche ici.
Donc c'est vraiment très simple et pur. Elle colle du végétal, elle fait quelques notes, donc elle était allemande, quelques notes dessous, et ça va être vraiment une pratique régulière qui va lui créer un espace de liberté. Et donc finalement, cette métamorphose en plante, c'est presque comme si elle avait eu lieu. Et puis il y a quelque chose de très fort et politique aussi d'embarquer ses amis et de les transformer en fleurs avec elle. De très poétique évidemment et dramatique puisque finalement l'enfermement il est toujours là, mais elle crée quand même un espace à elle. Alors, la nature est le monde du vivant. Elle fait partie du monde du vivant. Mais à la fois, comme on a déjà parlé dans les conférences précédentes, nous sommes allés au-delà de la nature, puisqu'il y a la question du jour du dépassement des ressources naturelles et que la Terre a été vraiment complètement manipulée par l'homme. Les créations artistiques sont des témoignages de notre conception de la nature à travers les âges. Finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de la préhistoire à nos jours. Il y a quand même un rapport à la nature, la manière dont on la voit, et aussi la manière dont on s'en est éloigné. Il y a toujours un lien de près ou de loin même si c'est en opposition. Au XXIe siècle, donc le nôtre, il y a un changement d'attitude vis-à-vis de cette nature, une conscientisation générale, déjà médiatique. On entend beaucoup plus parler d'écologie. Dans nos quotidiens, on nous pousse à faire le tri, à avoir des petits gestes quotidiens. Il y a des multinationales qui vont être visées, etc. Il y a vraiment un regard un peu plus averti et sensibilisé. Les artistes le font également d'autant plus. L'art contemporain réinvente notre rapport à la nature. Au cours du siècle dernier, la population mondiale a connu donc une ère de forte croissance due au progrès. Pareil, c'est des choses qu'on a déjà évoquées avec la révolution industrielle, le capitalisme. On est vraiment dans un épuisement des ressources. Et d'ailleurs, dans la conférence suivante, qui sera sur le paysage et le territoire, on va évoquer justement des artistes qui travaillent un peu sur cette ambiguïté du naturel et de l'artificiel. Donc le progrès a longtemps été vu comme supérieur au passé, quelque chose de très positif, et c'est encore un peu le cas. On est dans une dynamique où vraiment on va valoriser la technologie, l'intelligence artificielle, tout ce qui est attrait au progrès, et du coup ça va donner une espèce de perspective où on va comparer avec la nature et peut-être mettre de côté un peu la nature. Mais c'est toujours aussi dans cette question de nature-culture, sachant qu'on se pense être du côté de la culture, ça nous éloigne un petit peu de cette proximité de la nature. Et cet éloignement, en fait, certains artistes s'en emparent et le re-questionnent. Et c'est comme ça que j'ai voulu vous parler de cet artiste chinois, Yang Yongliang, qui a une pratique très poétique, très ambiguë, et qui évoque assez bien cette espèce d'ambivalence entre une sensibilité pour la nature, un besoin et une envie de la préserver, mais en même temps une société qui va vite, qui est dans la consommation, la lumière, les travaux. Et il expose ce paradoxe-là à travers un travail numérique. Bon, dans un premier temps, lui, il a une formation qui est plutôt de peinture. Il a une formation de peinture même plutôt traditionnelle chinoise, donc d'estampes, de calligraphie. Et dans la tradition chinoise en peinture, quand on regarde une peinture donc de montagne, par exemple, l'idée, c'est de pouvoir amener le spectateur à se projeter dans la toile et à voyager au cœur de la toile. C'est-à-dire que si je fais un paysage d'une montagne, je sais pas, d'une montagne dans quelconque pays, je la dessine tellement bien et tellement avec mon cœur que celui qui va la regarder, il aura fait la même balade que moi dans ce paysage-là. Donc il y a quelque chose de très très immersif. Et je trouvais le discours intéressant de cet artiste-là sur la réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un casque de réalité virtuelle sur les yeux. C'est assez impressionnant où en fait on va vraiment nous immerger dans une ambiance qui est finalement virtuelle. Donc il y a une espèce de parallèle entre cette peinture traditionnelle qui se veut comme un voyage réel dans une peinture et puis la réalité virtuelle qui se rapproche d'une réalité qui n'est pas la nôtre. Et dans ces compositions, c'est plutôt des très grands formats.
donc qui mélange la peinture monochrome, colorée, du montage, avec ce paysage toujours un peu en fond de montagne, de rivière, donc qui rappelle l'univers naturel et qui, par accumulation, par travail d'accumulation, va rajouter des gratte-ciel, des grues, des lignes à haute tension, qui vont créer comme ça une espèce d'esthétique entre deux, un petit peu coincée entre deux, et puis le voile qu'on peut percevoir un petit peu tout autour, où finalement on ne sait pas si c'est la brume du matin ou si c'est une pollution qui vient un petit peu caresser comme ça tout le bas des montagnes. Et de nouveau, on se retrouve coincé un petit peu entre deux sensations, celle d'une utopie, où la nature reprendrait un peu ses droits, où les montagnes ne seraient pas forcément rongées par les pelleteuses, mais à la fois de dystopie parce qu'on voit qu'il y a beaucoup trop de lumière que nécessaire, qu'il y a cette brume qui vient nous parler sûrement d'une pollution qui est en fond. Donc je trouvais cette approche assez intéressante. Il a également fait des vidéos. Donc je vous ai mis juste une capture d'écran de cette vidéo, mais que je trouve assez immersive. C'est de la 4K, donc une technologie qui va vraiment travailler sur le pixel de très haute définition et qui va être extrêmement immersive sur une ville de nuit, donc une espèce de balancement comme ça de la caméra qui nous plonge dans un univers nocturne. Donc ça crée déjà un peu une atmosphère. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films de, par exemple, Blade Runner, où on est toujours un peu dans l'obscurité, il y a beaucoup de lumière, il y a une espèce de pluie, pareil, dont on ne sait pas si elle est acide ou autre, et on est coincé dans un entre-deux, un futur qu'on ignore un petit peu les tenants et les aboutissants, mais il y a quelque chose d'inquiétant finalement. Et la question autour de tout ça, c'est quelle place à la nature au milieu de cette ère moderne dans laquelle on est finalement. De là, j'avais envie de parler de Emanuele Coccia, qui est un sociologue et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont ce bouquin que j'ai lu cet été qui s'appelle Métamorphose. C'est plutôt sous forme d'essai. C'est assez étonnant comme manière d'écrire. J'ai repris un petit peu le bouquin avant la conférence pour me remettre dedans. C'est une écriture qui propose, qui a cet aspect un peu scientifique du sociologue, mais à la fois qui est très charnel, très visuel, et qui nous met un petit peu dans cet état d'être vivant en fait, mais au même stade qu'une plante, qu'un animal. Et il a une écriture qui est assez étonnante. Je vous ai juste relevé cette citation parce que c'était pas forcément facile d'en sélectionner une. C'est un peu difficile d'accès dans le sens où il faut vraiment lâcher prise parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire en fait dans sa manière d'écrire. Moi, je trouve ça très beau. Il parle de la maternité, le fait d'enfanter, que la vie, elle se crée bien avant de vraiment être sur Terre, c'est-à-dire que dans le ventre, il se passe tout un tas de choses, mais même après la mort, on va être ingéré par des animaux, et du coup, il y a une forme de métamorphose, puisqu'on est, on va vivre dans le corps d'une petite fourmi, et c'est étonnant, mais c'est assez intéressant. Donc chaque espèce est la métamorphose de toutes celles qui l'ont précédée. Une même vie qui se bricole, un nouveau corps et une nouvelle forme afin d'exister différemment. Moi, ça me fait penser un petit peu à la théorie darwinienne de l'espèce, en fait, qui est en perpétuelle évolution. Et effectivement, on est là aujourd'hui dans une hypercivilité, mais en fait, on est les descendants de tout un tas d'êtres. Et ça a commencé il y a des milliards d'années, enfin des millions d'années plutôt, et par voilà, des petits coquillages sous l'eau. Et ça nous ramène un petit peu à cette idée de métamorphose biologique finalement. Et c'est un petit peu comme ça que je voulais parler des animaux, tout simplement. Au final, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup fait de manière pure et brute, un petit peu en dehors de l'art, mais avoir un regard un petit peu artistique sur ce qui se passe dans la nature. Et c'est comme ça que j'ai découvert, il y a quelque temps, les crabes décorateurs, qui sont assez étonnants. Donc, c'est des petits animaux qui vivent sous l'eau, donc de la famille des araignées de mer. Et en fait, pour une question de survie, ils vont donc il y a des petites ventouses, d'après ce que je petits crochets sur leur corps qui leur permet d'attraper tout un tas d'éléments d'organismes marins. Donc ça va être du corail, ça va être des petits êtres vivants plutôt statiques qui fichent sur eux. Donc là, j'ai mis vraiment une photo soft parce que des fois, ils ont des espèces de décoration pas possibles sur leur, on dirait vraiment
du costume, hein. Et ils se promènent comme ça, et puis quand ils ont besoin de changer parce que je sais pas, le corail va mourir, ils vont prendre le temps de sélectionner, de découper du végétal et de le disposer. Donc je vous invite vraiment à aller voir des vidéos, c'est assez hypnotisant. Pour finalement survivre, donc se protéger et s'intégrer dans la nature, dans le décor dans lequel ils sont. Mais il y a quand même quelque chose de très ornemental, parce que quand on le voit faire, il y a vraiment une sélection d'un élément, d'un autre, pour venir créer comme ça un microcosme fait de sélection de l'animal, hein, c'est-à-dire qu'il va apprendre des choses différentes sur son chemin pour créer toute un masque finalement, un masque de la société sous-marine. Donc on reconnaît même plus l'animal en fait. Il passe sa vie à être déguisé. Et ça a été aussi assez étonnant de découvrir l'oiseau jardinier. Donc c'est un oiseau qui vit en Australie ou en Nouvelle-Guinée également. Je vous ai mis une petite photo ici. Initialement, j'avais pas mis de visuel et j'étais là, oh, quand même, c'est plutôt sympa d'avoir une idée de l'animal. Mais je voulais vraiment mettre en avant son chef-d'œuvre qui est son nid du temps de la reproduction. Le mâle va confectionner un nid qui est quand même extrêmement chiadé, avec des petites brindilles, donc je ne sais plus combien il en sélectionne, mais 500 je crois, c'est énorme, et il va venir les placer une par une comme une espèce d'hôtel d'entrée comme ça. Et puis il y a la suite, c'est-à-dire que bon, ici c'est du plastique, et j'ai sélectionné celle-ci justement parce que j'ai trouvé ça tout à fait étonnant, mais normalement c'est des petites baies, ils vont les écraser avec le bec pour teindre en fait ces brindilles et apporter vraiment un aspect esthétique finalement. Il y a toute une hiérarchie, donc j'ai oublié l'ordre, mais dans l'idée, c'est que la structure elle va faire à peu près 50 cm en rapport à son propre gabarit. Il va orienter le nid du nord au sud pour une raison qui est un petit peu aussi obscure pour les scientifiques. Et ils vont disposer aussi les plus petits objets proches de lui et de plus en plus gros, donc une espèce de perspective finalement, qui semblerait, d'après les études que j'ai lues, exprimé. Donc le mâle se place à la sortie du nid pour attendre la femelle. Donc il prend des petits objets, il fait du bruit. Il y a toute une espèce de parade, hein, où en fait le point de vue de la femelle donnerait une espèce de grandeur via les petits objets, via la disposition du nid. Donc il y a quand même un travail esthétique de structure qui est hyper riche. Donc ça a des fins reproductives, mais on a vraiment de la complexité. Et qui plus est, sur cette image que j'ai trouvée via un site scientifique, on est sur de l'objet plastique. Donc c'est d'autant plus étonnant. Donc il y a une adaptation aussi un peu étonnante, quelque peu triste, hein, on se demande s'il en ingère, mais en tout cas, il y a une ornementation via les objets créés par les humains. Ça me permet de passer à cet artiste que j'affectionne énormément. J'ai eu l'occasion de le découvrir initialement à la radio. Il y avait une interview de lui sur France Inter. Et puis derrière, j'ai découvert qu'il y avait une petite exposition dans le centre d'art de Cajar, un centre d'art contemporain qui est très chouette, qui a une très belle programmation. Et Eddy Dubien, donc c'est un artiste qui travaille beaucoup l'aquarelle, également la peinture plus classique, enfin l'acrylique ou autre. Mais l'aquarelle énormément, notamment pour un travail de fluidité. Il va vraiment jouer avec le côté aqueux de l'aquarelle qui va permettre des coulures comme on peut le voir sur le dessin que je vous présente ici. Donc déjà, il y a un travail de la matière qui est très fluide, très vaporeux, qui peut rappeler l'univers des rêves. Et ces thématiques de prédilection, ça va être le lien avec la nature, les animaux et lui-même. Il y a quelque chose de très intime dans son travail. Alors, c'est pas forcément lui qui représente, c'est très métaphorique, mais il y a toujours une espèce d'ambivalence entre un personnage, un animal, et on est vraiment au cœur d'une métamorphose, comme si l'animal permettait une espèce de véracité de l'identité de la personne. Et donc, je me suis d'autant plus renseignée sur lui. A priori, il travaille d'après photographie. Il va venir, il a un rapport très cathartique à l'art. Il va venir raconter comme ça, traduire en peinture une idée photo. Donc, je vous en ai exposé d'autres ici.
pareil des aquarelles. C'est une personne, c'est un homme transgenre. Et il a grandi donc dans une identité de genre qui lui convenait pas du tout. Il en a beaucoup souffert de son histoire personnelle. Donc, de ce que j'ai compris, il a trouvé refuge dans la campagne et entre autres dans la nature, où il pouvait être foncièrement qui il avait envie d'être. Et c'est comme ça qu'il a écrit un petit peu son histoire et qu'il a créé une poésie autour de son art et de son identité. Donc ça donne un petit peu ces dessins en hybridation qui questionnent un peu son statut social et son identité propre, sa poésie, sa sensibilité et qui l'on se sent au fond de nous. Donc c'est beaucoup autour de l'enfance, une enfance qui a été enlevée, il explique un peu comme ça, où il a beaucoup souffert et à travers le dessin et la catharsis de ce dessin, ça lui permet de s'ancrer dans son identité, dans qui il est réellement. Je vous ai mis aussi ces deux pièces. Donc, j'aimais bien le travail d'installation, c'est beaucoup d'accumulation où il va travailler des très petits formats, des plus grands, et il y a toujours un peu cette ligne commune. Donc même sur le choix des fonds, c'est pas toujours la même, mais il y a toujours une ligne directive autour des couleurs, de la poésie, du corps en mutation via la nature. Mais il a également fait pas mal d'installations, de sculptures. Je vous ai mis cette pièce ici qui s'appelle Naissance d'une nouvelle nature. Je ne l'ai pas vu en vrai, j'en ai entendu parler, je m'en suis renseignée dessus, et il y a quelque chose d'assez poétique aussi, mais dramatique également. Il y a un petit peu ces deux enjeux dans son travail, où c'est un tipi qui ramène énormément, qui nous rappelle l'univers de l'enfance. Enfin, moi j'ai grandi dans l'Aveyron, Lot, et au bord de rivière, il y a beaucoup de branchages comme ça. J'ai fait énormément de cabanes, donc j'avoue que ça m'a parlé aussi pour ces questions-là. Mais quand on se rapproche de la pièce, on le voit peut-être pas bien d'ici. En fait, le bois est brûlé, donc il est calciné, il est noirci. Qui prête du coup des odeurs et puis surtout une sensibilité, une fragilité de ce bois. Et en fait, ce qu'il en est dit de cette pièce, avec ces petits animaux qui sont un petit peu accrochés là de manière hasardeuse, un peu fragilisés, y a l'idée de quelque chose d'endommagé, de fragilisé, et surtout un refuge. La cabane, quand on se la fait enfant, il y a l'idée de se créer un monde, un univers fantasmé, et puis de s'y protéger. On se crée ces petits espaces hors de la famille. Et ici, cette cabane, en fait, elle est brûlée, elle est fragilisée, donc c'est un espace aussi qui se veut un petit peu en danger. Donc voilà, il y a de la poésie, mais il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus dures dans son travail, qui le rend d'autant plus émouvant, je trouve. C'est comme ça aussi que j'avais envie de parler de cet artiste, Kiki Smith, qui est une artiste américaine un peu plus âgée que Edith Dubien, qui a une pratique assez large et qui a évolué au fur et à mesure des années. Elle est graveuse, sculptrice, dessinatrice. Elle a eu un très gros engagement féministe dans sa jeunesse. Elle a perdu beaucoup de personnes à cause du sida, notamment sa sœur, de ce que j'ai saisi. Donc un bon traumatisme aussi autour de cette maladie dans ces années-là. Et plus tard, elle va être sensibilisée. Donc elle explique aussi en tant que jeune maman, quand elle devient parent, elle comprend que l'environnement, c'est hyper important. Et elle va même dire ceci. Le destin de l'humanité est intimement lié à la santé de l'environnement. Il y a une espèce d'hyperconscientisation de l'importance de prendre soin de l'espace dans lequel on évolue et dans lequel ses enfants évoluent. Elle a vraiment une fascination pour le corps, pour la métaphore. Et ici, je vous présente une sculpture qui est assez étonnante au final. On oscille un peu entre poésie et puis en même temps, c'est un peu trash. Mais qui s'appelle Born, donc naître, né. Et finalement, c'est une biche qui accouche d'un corps de femme. Donc très étonnant, il y a une métaphore derrière qui évoque Diane, une déesse romaine de la nature et de la chasse qui naîtrait de ce corps animal. Donc ça va venir un petit peu inverser ce rapport un peu anthropocentrique qu'on a face aux animaux. Mais aussi questionner notre rapport, et elle, entre autres, en tant que femme, à la reproduction, à la maternité, et qui plus est à notre connexion avec la nature, les éléments.
Donc il y a vraiment une hybridation aussi, hein. Elle mélange les corps. Elle le fait également dans cette pièce-là. Pareil, on le voit pas extrêmement bien d'ici, mais en fait les entrailles de ce loup, de cette louve, sont ouvertes. Et on a l'impression que ce corps émerge des entrailles. Donc ce corps de femme adulte, encore une fois, on n'est pas sur du bébé, hein, on est vraiment sur une naissance adulte. Euh, mais cette pièce, je voulais aussi, bon, elle évoque, on pense au petit chaperon rouge. D'ailleurs, elle s'inspire énormément de Perrault, de Grimm, de tous ces contes-là pour les revisiter. Elle s'inspire également d'une figure donc, qui est la Sainte Geneviève. Voilà. Elle a toujours un petit peu des inspirations de base, mais qui viennent questionner un petit peu autre chose derrière. Moi, ça me permettait aussi de parler de ce concept qui est assez, comment dire, qui est pas nouveau en soi, mais c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en ce moment, et je trouve que c'est aussi une bonne chose, c'est le savoir situer, comme on l'avait évoqué la semaine dernière, de savoir d'où on parle et de qui on est pour en parler. Donc c'est le film Male Gaze, qui est en fait le regard d'une femme sur, entre autres, le corps des femmes. Parce qu'effectivement, que ce soit par exemple dans le cinéma, dans les arts, c'est beaucoup, ou dans l'histoire de l'art, ça a été beaucoup des regards d'hommes sur la pratique artistique de femmes, ou le regard d'hommes sur le corps des femmes. Et en fait, Kiki Smith, ce qui est intéressant, c'est qu'elle apporte vraiment son regard en tant que femme, de son expérience de la maternité, de porter un corps de femme qui peut des fois être compliqué dans l'espace public, professionnel, personnel, et de le voir évoluer, et de parler de la question de l'accouchement, de tous ces sujets qui peuvent être parfois un peu tabous. Donc, elle explique dans son travail, il y a vraiment une dimension politique aussi de saper les représentations érotiques, puisque c'est quelque chose qui est énormément affilié au corps de la femme, traditionnel des femmes, par des artistes masculins, et expose souvent le système biologique interne des femmes. Donc là, c'est pas un travail que j'ai exposé aujourd'hui via ce thème de la métamorphose. Mais effectivement, elle a une pratique qui peut être aussi assez crue, où elle va vraiment montrer des sexes, des choses comme ça. Des corps aussi dépecés de peau. Enfin, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Françoise Petrovic, c'est un petit peu dans la même trame que le travail d'Edith Dubien. En fait, c'est toujours une espèce d'hybridation entre l'animal, la nature et l'humanité, et se sortir un peu d'un statut d'être social pour revenir à un état un peu plus spirituel, où on se retrouve dans une reconnexion à la nature. Cette artiste, elle a un univers qui est très onirique, ne serait-ce que par sa technique, hein, qui est très aqueuse également, donc des espaces vaporeux. Donc là, on sent que vraiment, limite, c'est du carnet ouvert, où on va venir apporter du trait et beaucoup d'eau, avec ce personnage allongé dans une atmosphère qui se veut très aérienne. On ne sait pas trop si c'est l'espace, si c'est un espace poétique. Beaucoup de figures féminines. Peut-être aussi parce que c'est une artiste femme. Et il y a toujours, en tout cas souvent, des animaux qui émergent comme ça et qui sont disposés un peu là, au milieu de ce dessin, plongés dans une couleur comme ça, et qui fait un petit peu harmonie entre le corps, l'espace de la couleur, et un petit animal qui est ici. D'ailleurs, les oiseaux reviennent énormément dans cette pièce également. Et ce que je trouvais intéressant aussi, là, c'est plus sur la dimension technique, vraiment de la peinture, de l'aquarelle qui est travaillée en touche. Donc il y a vraiment cette idée de maîtriser les contours pour faire apparaître des formes, mais en même temps, elle va laisser fusionner les couleurs entre elles, ce qui va créer vraiment un mélange plus aléatoire, et fondre à la fois le sujet, mais aussi les couleurs. Donc on a une espèce de jeu de mélange d'un état à l'autre. On passe vraiment dans une atmosphère qui est très vaporeuse, quoi. Donc elle explique qu'elle utilise énormément le rouge pour sa symbolique aussi, autour du sang, pareil, des thématiques autour de la nature. Et ce qui m'amène à vous montrer cette pièce où c'est assez étonnant, il y a une forme de brutalité. Finalement, on voit une enfant qui a l'air de croquer dans un oiseau. Et effectivement, on voit ce rouge sang qui coule. Ça m'a intéressée pour cette question de l'entre-deux. Donc, elle explique qu'elle dessine énormément d'adolescentes,
ne serait-ce que pour cette âge qui est un peu charnière de l'entre-deux. Alors chacun a vécu son adolescence comme il veut et peut, mais en général c'est une période qui est un peu compliquée sur le plan existentiel. On a un changement corporel qui est très fort et psychique aussi. On est plein d'hormones et pareil pour avoir travaillé un petit peu avec des adolescents pendant 5 années, j'ai vu un petit peu sous tous ces prismes. Et c'est pas un état qui est facile, où on est un peu cantonné entre conformisme et en même temps on a envie de s'émanciper de sa structure familiale et tout court. Et je trouve qu'il y a une poésie dans la manière dont elle amène, même si effectivement c'est une enfant qui mange comme ça un autre corps, comme pour venir se transformer et passer à l'état de l'âge adulte, donc la métamorphose du corps et du psychisme. Dans la difficulté également. Et de là, ça m'a immédiatement fait penser au premier long métrage de Julia Ducournau, qui a été, il me semble, récompensé, qui s'appelle Grave. Alors, c'est étonnant parce que grave, c'est une expression qui est assez comment dire, utilisée par les jeunes. Grave, un petit peu à tout va. Et puis finalement, grave, quand on reprend l'essence du mot, il y a une gravité, il y a quelque chose de lourd, de fort. Et ce film, en fait, moi personnellement, il m'a posé énormément de questions. Donc on est très proche du film d'horreur. Il y a beaucoup de scènes crues avec du sang. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, jeune femme qui intègre une école de vétérinaire et elle suit un peu le schéma classique puisque toute sa famille, donc ses parents, sa sœur, ont intégré la même école. Et finalement, elle va, comme tous les jeunes étudiants, subir des bizutages où il va falloir finalement goûter un cœur d'animal cru, enfin bon voilà, les horreurs des bizutages. Et en fait, elle était végétarienne jusqu'alors, puisque la tradition familiale le veut aussi, donc elle est assez dégoûtée à l'idée de devoir manger de la viande, et puis de fil en aiguille, elle va le faire. Et elle va développer un goût vraiment monstrueux pour la viande. Et c'est en ça que ça va être un peu horrifique, parce qu'en en fait, elle devient très très animale. C'est extrêmement bien travaillé dans l'esthétique, parce qu'on a vraiment des espèces de regards où on sent que l'instinct derrière la pousse à aller vers de la viande. Donc je vous laisse regarder le film si vous en avez envie. Mais en tout cas, je l'ai trouvé intéressant parce que initialement on se dit c'est un petit peu l'apogée du véganisme, de ne pas manger de viande, non à la viande, etc. Mais finalement derrière il y a aussi peut-être une réflexion autour du passage entre l'enfance et l'âge adulte, où on s'approprie son corps qui grandit, qui grossit, qui change, la voix, la structure. Et on est un petit peu perdu. On a des poussées comme ça d'instinct. Par exemple, ça peut être dans le début des rapports sexuels, toutes ces choses qui arrivent et qui nous percutent un petit peu au milieu de ce monde social dans lequel on est cantonné et où on se sent un petit peu perdu. Et on essaie de trouver une place finalement, à la fois de notre identité, du monde social et de notre rapport à la nature aussi. Voilà, donc la violente métaphore. Métamorphose, pardon. La métamorphose dans l'image. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me semble qu'on peut attaquer sous pas mal d'angles. Et j'ai pensé à cette artiste, Laetitia Le Fur, que vous avez peut-être vu exposer au début d'année, septembre par là. Il y avait une exposition dans le cadre du festival MAP à Toulouse. Donc c'était juste à côté de l'Hôtel Dieu. Dans la salle du réfectoire, il y avait l'exposition des photographies de Laetitia Le Fur, qui fait des grandes photographies, franchement à peu près de ce format-là, plutôt de végétal, de nature, de paysage, très très saturé en couleurs. Donc de première vue, en plus elle a une manière de la présenter qui est assez étonnante parce qu'en fait, on est sur de la photographie qui est mate. C'est presque pictural, on dirait presque des peintures très grandes, très détaillées. Et on est sur du paysage, mais au final, il y a une espèce de saturation qui est légèrement poussée dans les couleurs, qui fait que on comprend qu'on n'est plus dans la réalité. Et elle aussi, un petit peu comme ça, entre la fiction et la réalité. Et on sent vraiment son propre regard qui va venir métamorphoser, par le biais de sa sensibilité, l'espace naturel. Donc ça donne lieu à des images qui sont très oniriques, très poétiques,
Donc ça parle ou ça parle pas, mais moi j'avoue que j'ai vu un regard, enfin j'ai apporté un regard très doux et très poétique dans la manière dont elle va retravailler de manière superficielle. Il y a quelque chose d'ambigu, de subtil, mais en même temps elle y va et elle apporte une nouvelle manière, une nouvelle lecture du paysage. Et qui plus est, cette série s'appelait Les Métamorphoses. Alors pour diversifier, j'avais envie de présenter également un travail d'installation. Qui plus est, c'est l'installation d'un artiste conceptuel. Donc on a très peu l'occasion de parler des artistes conceptuels parce que ça peut paraître un peu difficile d'accès. Et je sais que quand on le voit en cours avec les étudiants, il faut vraiment prendre du temps pour dire, ben oui, c'est un concept, c'est une idée avant tout. Mais derrière, il y a aussi une démarche spirituelle, intellectuelle qui peut être intéressante. Et James Turrell, il fait vraiment partie de ce courant-là. Et il a présenté cette pièce aux Pays-Bas, donc c'est souvent, pour lui, c'est du travail in situ énormément, donc dans la nature même. Il a présenté une pièce qui se veut sous forme de dôme, donc au milieu de la nature, où il y a comme ça une architecture paysagère qui est installée et qui va venir permettre aux spectateurs par un cheminement, donc il va passer dans un petit tunnel et atterrir dans cette espèce de voûte comme ça, qui n'offre à voir finalement que le ciel. Et il porte le regard, c'est quelqu'un d'assez spirituel dans sa démarche artistique, de ce que j'ai saisi. Et en fait, il pousse vraiment le spectateur, il oriente le regard ailleurs que sur sa réalité habituelle, vraiment à venir lever les yeux. Ça paraît un peu simple, mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, notamment quand on vit en milieu urbain, on a vraiment tendance à oublier ce qui se passe au-dessus de nous. À Toulouse, je trouve que encore c'est possible parce que par exemple au niveau des ponts, on a vraiment une vue qui est assez dégagée, donc ça nous mène vraiment à regarder le ciel plus simplement. Mais si vous allez par exemple à Paris, on a vraiment cette difficulté par le bruit et puis la taille des immeubles à avoir accès au ciel. Donc au final, cette œuvre, elle offre un regard contemplatif, une expérience via un cheminement que l'artiste a pensé, donc assez grandiloquent, assez conceptuel pour le coup, avec cette espèce de dallage central qui est assez mystique aussi. Hein. Je vous en ai mis une autre image un peu plus extérieure où on voit comme ça ce chemin qui mène à ce tunnel qu'on va emprunter en fait par-dessus, enfin cette voûte pardon, il y a une espèce de petit tunnel qui nous mène au cœur de l'œuvre. Et donc ça crée des espaces comme ça extérieurs qui proposent vraiment aux spectateurs de s'immerger. Je trouve que ça a un grand intérêt. Au final, on pourrait penser plus aux artistes du land art, mais il y a quand même vraiment un concept qui est pensé par lui, pour amener finalement lui-même à diriger le regard des spectateurs vers autre chose que sa réalité. Il propose un point de vue. La métamorphose du monde social. En fait, je me suis pas mal intéressée aussi aux nouveaux artistes qui travaillent les technologies, toutes ces choses-là, et quel regard ils ont sur la nature. C'est comme ça que je suis tombée sur le travail de Random International, qui est un collectif londonien. Donc il peut y avoir autant des designers que des ingénieurs, des développeurs, mais c'est vraiment des personnes qui vont beaucoup travailler sur les technologies et créer des œuvres d'art interactives. Donc cette pièce-là, elle est en permanence visible au MoMA, il me semble. Et en fait, c'est une pièce dans laquelle on rentre et une caméra 3D donc, va venir capter le mouvement du spectateur. Et en fait, dans le cheminement que l'on peut faire, la pluie, par interaction, va venir éviter le spectateur. Donc en fait, on va traverser un espace qui se veut naturel et rempli de pluie, mais finalement, jamais avoir la sensation. Donc il y a quelque chose un peu, enfin moi je le ressens comme une frustration, de recréer un espace naturel au cœur d'une exposition, mais finalement qui se joue un peu de nous et qui nous met face à nos propres paradoxes de vouloir vivre une expérience naturelle au sein d'un musée, mais finalement, en fait, on est sur de l'artificiel au maximum et on va jamais ressentir cette pluie sur nous.
Donc il y a une interaction qui met un petit peu en exergue notre rapport à la nature et au digital. On peut recréer de la nature, mais attention, on se fait peut-être avoir aussi, on n'est pas sur des mêmes sensations. Et j'avais envie aussi de vous montrer cette œuvre-là, qui, en fait, c'est une espèce de dispositif rempli de LED lumineuses qui ont aussi une forme d'interactivité, donc d'intelligence artificielle, qui est inspirée de l'efficacité acrobatique des oiseaux. Donc le mouvement de foule, par exemple, des étourneaux un soir d'été, où ils vont vraiment venir dans cette foule, ou des bancs de poissons, créer du mouvement et jamais se percuter. Donc ça, il y a quelque chose d'assez mystérieux autour de ça. Et ces artistes, en fait, ils ont calculé ce mouvement-là, essayé de le comprendre, et ils ont retranscrit cette empreinte du comportement animal et collectif au sein d'une pièce LED, donc qu'on voit ici. Et donc c'est aussi quelque chose qui serait intéressant de voir en vidéo. On voit une espèce de mouvement aléatoire, de lumière qui bouge un petit peu dans tous les sens. On a de prime abord une impression d'incohérence, on ne comprend pas tellement. Et puis au fur et à mesure, on va comprendre qu'il y a une espèce de cohérence finalement, de collectivité, de mouvement, d'une lettre qui va en entraîner une autre. Et quand on comprend la démarche du travail de ce collectif, on voit que vraiment il y a une étude du comportement animal, végétal, et de la retranscrire via le numérique, via l'intelligence artificielle entre autres. Oui, donc ça m'a vachement interloqué et ça m'a fait penser à une exposition que j'avais fait il y a 2-3 ans à la Villette à Paris, qui était sur cette question du mouvement de foule. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très hypnotique et de très questionnant sur cette espèce de mouvement. Bon, là, c'était il y avait une vidéo de ces oiseaux qui bougeaient. À côté, il y avait aussi une vidéo d'humains qui bougeaient dans des foules et une espèce de comparaison. C'est vrai que la foule, en fait, est assez intéressante à étudier parce qu'on est des individus et avec notre unicité, mais dans le regroupement, il se passe des choses qui sont parfois pas forcément compréhensibles, qui vont être peut-être de l'ordre de l'instinct. Et je trouve que c'est intéressant de le confronter via la technologie. Donc la métamorphose du naturel, entre autres, ici, par la technologie. Le dernier exemple que j'avais envie de vous donner, c'est celui de Delphine Diallo, qui est une artiste plasticienne qui travaille complètement avec l'IA, donc l'intelligence artificielle. En fait, face à l'ère humaine, donc ce qu'on peut appeler vraiment l'anthropocène, elle explique que parler d'un monde, qu'en fait, on est dans un monde qui nous convient plus, qui nous dépasse finalement. La dystopie qu'on imaginait, on a un petit peu les pieds dedans. On est dans quelque chose qui entre guillemets, quand on réfléchit à la crise écologique, à toutes les crises qu'il peut y avoir aujourd'hui, il y a une forme de dysfonctionnement. Et en fait, elle parle un petit peu de la présence de l'IA dans nos sociétés, comme ceci. Je veux révéler des visions qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc elle apporte vraiment, elle utilise l'IA. Donc je vous ai mis l'exemple d'une de ses photos, mais elle fait pas mal de vidéos. Donc elle a une origine africaine, donc elle est métissée, donc une personne racisée qui s'est rendue compte que finalement les personnes racisées sont visibles, elles sont très peu visibles dans le champ de l'art et de manière générale. Et en fait, elle va venir comme ça par l'image, donc créée par de l'IA, puisqu'on sait aussi par des études que l'intelligence artificielle a une forme de discrimination. C'est-à-dire que si on lui demande une personne, elle va plutôt choisir un homme blanc d'une 50aine d'années. Et elle va jouer un peu de ça et travailler sur un moteur de recherche de l'intelligence artificielle pour venir retracer entre autres l'imagerie mentale qu'elle se ferait de ses ancêtres et venir redorer un petit peu l'image qu'on peut se faire par exemple d'une personne racisée. Donc elle les met dans des postures très nobles, très mystiques, avec des sons qui sont extrêmement beaux. Et je vous invite vraiment à aller voir son travail parce qu'il y a quelque chose un peu d'iconique dans la manière dont elle présente et elle renverse un peu les codes sociaux où on va plutôt discriminer et elle va inverser un petit peu la donne. Et elle dit également ceci: la dystopie, c'est maintenant, c'est là, avec les guerres, les génocides. Ce n'est pas quelque chose du futur. L'IA permet une source infinie de connaissances,
accessible à toutes les personnes équipées numériquement. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'elle fait dans son travail. Donc, ça peut être intéressant d'aller le voir, sachant que la personne que je vous présente ici sur la photographie n'existe pas. Elle a été créée par un logiciel. Et elle crée du mouvement. C'est extrêmement long, il y a une poésie, donc ça va être des visages qui bougent d'une extrême lenteur. Et je trouve ça assez poétique et saisissant. Pour terminer sur cette conférence, sur la question de la métamorphose et des métamorphoses, comme je vous l'ai dit un petit peu en amont, moi l'idée c'était initialement quand je pense à ça, je pense aussi à la société dans laquelle on est aujourd'hui et à tous ces dysfonctionnements auxquels on fait face. Et c'est vrai que l'art nous permet vraiment d'amener des possibles un petit peu différents, donc en acceptant ou pas ce qui arrive, hein, donc par exemple l'intelligence artificielle, mais ça pose des questions, par exemple celle du transhumanisme. Et à la fois, d'un autre côté, ça peut nous amener aussi à se retourner vers la nature et avoir un regard peut-être plus impliqué, où on se met un petit peu moins en retrait sur le regard qu'on a sur la nature, mais on s'implique davantage sur ce qu'elle est. Et si on se considère comme nature, on en prendra peut-être plus soin à l'avenir. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, c'est tout à fait possible. Il y a un micro. Si vous voulez réagir, juste une remarque aussi, une expérience qui vous a